Bienvenue à notre invité Stéphane Amarcy. Bonjour Stéphane. Bonjour Muriel et bonjour à tous. Alors, je vais remercier, comme je le fais souvent, et c'est normal, nos partenaires de diffusion, pour les citer. Donc, Femmes Ingénieures, vous voyez qu'ils apparaissent, Lyon Décideur, l'ABP Aura et puis FIPLUS. Donc, toutes ces personnes, depuis qu'on a commencé les matinales, c'est-à-dire depuis 2021, nous accompagnent régulièrement, nous diffusent, sont vraiment, voilà, permettent à ces matinales de pouvoir rayonner et que vous soyez de plus en plus nombreux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Muriel Montagnier. J'ai fondé et je dirige depuis 14 ans maintenant mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting. Et depuis 14 ans, nous accompagnons les dirigeants et leurs équipes pour accélérer la mise en œuvre opérationnelle de leur stratégie en choisissant la bonne approche pour conduire le changement sur le volet humain. Donc vous avez compris, nous, c'est vraiment l'humain qui nous anime. Notre ADN, c'est le sur-mesure pour rester ancré dans la réalité des entreprises et pour pouvoir apporter des choses très opérationnelles. Donc, en fait, vous l'aurez compris, on est plutôt des cols bleus du conseil opérationnel que des cols blancs. Et en 2019, j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés pour deux raisons. D'abord parce que, je me suis rendu compte en accompagnant les transformations que lorsque le terreau n'est pas favorable, la mise en œuvre de la stratégie, les transformations ne se font pas. Et le terreau, c'est le leadership. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous l'auriez peut-être remarqué, depuis 2020, il y a eu un petit changement. On est passé d'un monde un peu compliqué à un monde très complexe, très volatile, incertain, donc le monde VICA. Pour pouvoir permettre justement aux dirigeants de pouvoir en même temps changer leur mindset, avoir de nouvelles aptitudes, parce que pour pouvoir exercer son leadership dans ce nouveau monde, les aptitudes d'hier ne sont plus en capacité d'adresser aujourd'hui les défis qui sont les nôtres. Et Stéphane nous en parlera bien mieux que je le ferai. Et donc, voilà. Et donc, nous, moi, je me suis dit, comment tu fais pour accompagner ces leaderships? Et donc, on a créé la Fabrique des leaders éclairés, qui est un véritable laboratoire d'innovation managériale pour permettre aux top managers et dirigeants d'échanger, d'apprendre les uns les autres, d'expérimenter les approches les plus innovantes en matière de management et de leadership. Voilà. Donc, c'est la vocation d'HMR et de la Fabrique des leaders éclairés. Voilà le schéma qui vous permet de voir quelle est l'interaction qu'il peut y avoir entre les deux. La fabrique, c'est là où vous êtes et là où vous êtes aujourd'hui dans ces matinales. 3 piliers dans cette création qui permettent d'appuyer ce laboratoire. Un pilier d'inspiration, c'est les matinales qu'on est en train de voir et que vous allez suivre avec nous aujourd'hui. Un deuxième pilier qui est un pilier de croissance, donc avec des parcours de leadership, avec des séminaires. Et un troisième pilier qui est un pilier de coopération, comme l'a dit tout à l'heure, d'échange, de pratique en fait. Et dans ce pilier, il y a des clubs des leaders éclairés avec plusieurs cercles, un cercle DRH et un cercle dirigeant, qui suivent un cycle d'apprenants qui s'aident, qui s'entraident, qui coopèrent dans des formats de cours, dans des formats en Teams, dans lequel on peut se parler de chaque coin de la planète, et qui permet justement, via des codev, via des masterclass avec des intervenants de haut vol, via des dîners réseau qu'on fait, via des accès à un vivier de mentors, de pouvoir justement réfléchir en intelligence collective et trouver des solutions à nos défis opérationnels. Donc voilà pour l'actualité. Je m'adresse au DRH. On organise chaque mois des séances de découverte en format codev. Donc, le format codev, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dirigeant qui arrive avec le caillou dans sa chaussure et les autres l'aident à le résoudre. Donc, c'est extrêmement puissant et très apprenant et on partage les expériences des uns et des autres. Donc, voilà les deux séances. Un pour le cercle DRH le 26 juin et l'autre le cercle de dirigeants le 27 juin. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, soit sur le site de la Fabrique, soit sur celui d'HMR Consulting pour pouvoir assister à ces matinales. Donc voilà, et puis la prochaine, j'en profite pour le dire, pour ceux qui nous suivront après, Jérémy Lamry, on va recevoir Jérémy Lamry, qui est CEO de Tomorrow Theory and co-founder du Lab RH, et qui nous parlera quel futur possible pour notre société et le travail en 2040. Donc ça sera le 20 juin de 8h30 à 9h30. Voilà, c'en est fini pour HMR Consulting et la Fabrique des leaders éclairés, mais c'est important que vous sachiez où est-ce que vous êtes. Et maintenant, on va parler de Stéphane. Alors Stéphane, je vais essayer de te présenter avec une biographie qui est extrêmement riche, mais tu m'arrêtes et tu complètes, s'il te plaît, si tu en as besoin. Alors Stéphane, tu fais tes premières armes dans le milieu de la tech, chez Cobin, qui est le groupe Axim et Atos, pour ceux qui le connaîtront sous ce nom. Et tu prends déjà à 27 ans, donc au potentiel, la direction d'un pôle de 30 personnes.
visionnaire. Donc, tu cofondes Inbox, donc tu passes de salariat à entrepreneur pour explorer le marketing prédictif à l'ère du numérique. En 2016, tu opères un virage stratégique vers l'IA en lançant DIA. J'espère que je ne l'écroche pas, mais ça doit être ça, autour du concept d'individuation marketing. Après une fusion avec Splio, qui est le leader du CRM intelligent en 2021, donc tu retrouves ton autonomie et tu crées The Next Mind en 2022, qui est une structure dédiée à l'accompagnement prospectif des dirigeants face aux transformations majeures de l'environnement. Voilà, ta signature est très claire du reste. Elle est mieux vaut s'occuper du changement avant qu'il ne s'occupe de vous. Donc j'adore. Et j'adore lire tes newsletters en fait. Donc c'est le nom de cette newsletter et puis qui est vraiment hebdomadaire, qui est passionnante et j'encourage chacun de vous, si vous le souhaitez, à vous abonner. Et vous pourrez vous abonner, je crois, Stéphane, sur LinkedIn, hein, ceux qui vont aller sur ton link. Tu es également auteur d'un premier livre. Parce que tu n'avais pas suffisamment avec tout ce que tu mènes, en fait, je crois qu'il te reste encore un petit peu de temps, entre 2h et 3h du matin. Et donc, premier livre s'appelle Métamorphose 24.1 et une nouvelle version, une nouvelle édition qui va sortir, hein, je crois que c'est mardi, elle est toute fraîche, elle est dans les tuyaux, Métamorphose 25.2. Donc, la baseline, pour vous donner le petit teasing, c'est l'IA tient-elle déjà notre monde en main? Waouh, vaste sujet. Et un autre livre, mais cette fois sous forme de BD, parce que tu voulais vraiment sensibiliser aussi les adolescents à l'IA. Donc, c'est à destination d'eux, qui s'appelle Aion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une allusion effectivement à Aion, à la divinité grecque associée au temps. Donc, Aion sera, je crois, le guide de ces adolescents pour les aider et les conduire dans ces changements c'est le nom de l'IA. Je ne veux pas dévoiler les choses, mais je crois que c'est le nom de l'IA, tu nous en diras un petit peu plus. Donc, Stéphane, est-ce que tu veux compléter cette biographie? Non, je pense que c'est assez complet. Il y a une autre newsletter que j'ai lancée il y a 2 semaines qui, plutôt que Métamorphose, travaille sur le futur. Et celle-ci, elle s'appelle The Next Mind, du nom d'entreprise, Tips and Tricks. Et elle parle des nouveautés et donne des conseils dans le bon usage de l'intelligence artificielle. Merci Stéphane. Alors écoute, maintenant, on va te laisser la parole. Comme chaque fois, je demande à ceux qui nous suivent en direct live, et je vous invite vraiment fortement à le faire, à être interactif avec nous, c'est-à-dire à poser toutes les questions dans le chat. Je me ferai un plaisir de les relayer auprès de Stéphane et qui se fera un plaisir effectivement d'y répondre. Donc n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure. Moi, je nous ai passé 2 questions en fait avec Stéphane. Donc on va parler leadership pour réussir l'intégration de l'IA dans son entreprise. Donc les 2 questions, ça va être quelle démarche et quelles compétences il faut pour pouvoir le faire. Et la deuxième question, comment engager les collaborateurs dans cette métamorphose. On est vraiment effectivement sur ce volet humain. Donc Stéphane, la parole est à toi. Et merci pour ceux qui nous écoutent de pouvoir effectivement interagir avec lui. N'hésitez pas, c'est le principe et c'est la volonté aussi de cette matinale. Merci Muriel, ravi d'être avec vous. Avant de plonger dans le sujet, pour vous mettre en abîme de la transformation très forte qu'induit l'intelligence artificielle dans nos sociétés, avant de parler du travail, je voudrais savoir, interrogez-vous, seriez-vous capable de tomber amoureux ou amoureuse d'une IA? Alors, je pense que, vu notre âge à tous, on va dire, mais pas du tout, non. Mais sachez que les moins de 20 ans sont 80% à dire oui. Donc, la première chose qu'on peut en tirer, c'est qu'on n'a pas moins de 20 ans. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ces personnes, dans 5 ans, auront pour la plupart plus de 20 ans et dans 10 ans, auront la plupart plus de 25 ans. Et le monde aura profondément changé avec une vitesse très forte. Alors, si maintenant je ramène cette transformation dans le cadre du travail, évidemment, l'intelligence artificielle, elle bouscule beaucoup de choses. C'est la première fois qu'on a une technologie qui vient sur nos plates-bandes, sur ce que nous sommes en tant qu'humains, d'un point de vue cognitif, j'entends. Et très souvent, il y a un réflexe anthropomorphique où on va considérer que l'intelligence artificielle, c'est un reflet de nous. Alors, c'est un reflet de nous dans sa construction, mais ce n'est pas un reflet de nous dans sa façon de faire. À titre d'exemple, nous, humains, on apprend très vite et par contre, on est moyen sur à peu près tout, sur l'infini. Alors, certains vont dire, mais non, pas du tout, moi je suis très bon en maths. Oui, vous êtes juste un peu supérieur à la moyenne ou un peu inférieur à la moyenne. L'IA, elle apprend très très lentement, mais par contre, quand elle a appris, elle nous dépasse largement.
Donc ça, il faut vraiment avoir cette vision-là pour comprendre notre rôle d'un point de vue professionnel. Est-ce que nous, on va exécuter des tâches, on a des savoirs, et évidemment, la complémentarité, la collaboration qu'on peut avoir avec l'IA, elle peut se passer d'un point de vue frontal si je me compare à elle, mais elle peut se passer de façon beaucoup plus douce et constructive si j'en fais mon allié. Pour continuer sur cette explication en rapide des enjeux de l'intelligence artificielle, vous connaissez peut-être les travaux d'Howard Gardner, qui a fait le même travail que pour les couleurs primaires, à savoir définir les intelligences primaires. Et dans ce travail-là, alors certains chercheurs disent qu'il y en a 6, 13, lui dit qu'il y en a 9. Je vais me permettre de vous les donner rapidement et de voir où est-ce qu'est l'intelligence artificielle dessus, ce qui vous permettra d'avoir une bonne visibilité par rapport à nous autres humains. Et ensuite, on plongera dans le travail. La première d'entre elles, c'est l'intelligence linguistique. L'intelligence artificielle nous a largement dépassés, tous. Elle connaît à peu près toutes les langues, tous les mots, elle sait jouer avec, elle sait faire à peu près tout ce qu'on veut. Nous ne sommes absolument pas capables de faire ce qu'elle est capable de faire. La deuxième, c'est l'intelligence logico-mathématique. Alors, chose surprenante, les IA, elles ne sont pas très bonnes sur cette dimension-là. Ce n'est pas parce que ce sont des modèles probabilistes, des maths, qu'elles sont bonnes en logico-mathématique. Logico-mathématique, c'est par exemple, Lucie a un frère et 2 sœurs, combien de sœurs a le frère? Eh bien, sachez qu'il y a juste 3 mois, la plupart des IA n'arrivaient pas à répondre à cette question triviale. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles commencent à y répondre. Et vous voyez, cette dimension-là, elles ne sont pas bonnes, mais par contre, c'est le facteur de progrès du futur, parce qu'on investit beaucoup sur cette dimension-là pour pouvoir les faire progresser. Ensuite, vous avez l'intelligence spatiale, savoir se déplacer avec intelligence. Évidemment, vous comprendrez bien que l'intelligence artificielle est de plus en plus là, avec tous les robots autonomes, par exemple. Vous avez la quatrième qui est l'intelligence intrapersonnelle, autrement dit, est-ce qu'on a conscience de soi-même? L'IA n'a absolument pas conscience d'elle-même. Par contre, elle a une mémoire maintenant. Ça, c'est récent. Ça date à peu près il y a 2-3 semaines. Et il faut savoir que le Graal, c'est d'amener ce niveau d'intelligence artificielle à un niveau voisin, voire supérieur à nous autres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, générale, l'hyperintelligence, la singularité technologique, peu importe. Et les chercheurs n'imaginent pas se rapprocher de l'intelligence humaine sans une forme de conscience. Et j'insiste sur la forme de conscience. Vous avez ensuite l'intelligence interpersonnelle, à savoir la relation entre personnes. Évidemment, l'IA, elle progresse très fortement. Et aujourd'hui, 2 métiers sont touchés directement par ces avancées. Ce sont les coachs et les psys, par exemple. Alors, vous allez me dire, ah non, mais moi, pas du tout. Bah oui, je comprends très bien, parce que vous avez les moyens d'utiliser d'autres outils, dont des professionnels. Mais pensez aux plus jeunes, qui l'utilisent très fortement. Pensez aux gens qui n'ont pas les moyens de trouver des professionnels. Évidemment, ils vont basculer et utiliser ces outils-là, ce qui va les faire progresser fortement. Les psychiatres les utilisent aussi entre 2 séances pour donner des exercices à leurs patients, de plus en plus. Vous voyez, on est vraiment dans cette dimension-là. La 6e, c'est l'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence du corps. Évidemment, l'IA, elle n'en a pas par elle-même, puisqu'elle n'a pas de corps, elle est immatérielle. Et donc, on va lui donner un support physique. Ce support physique, c'est naturellement, on pense aux robots. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a des rapprochements entre boîtes de robotique et boîtes d'intelligence artificielle, ce qui fait faire des progrès conséquents aux robots. Et par exemple, l'année prochaine, normalement, pour un peu plus de 5 000 €, vous pourrez avoir votre premier robot ménager humanoïde chez vous. Et ceux qui sont en tête de ce sujet-là, c'est les Chinois. Et ça s'explique aussi par le vieillissement de la population en Chine, comme au Japon précédemment, d'où une robotisation accrue de la société. Vous avez ensuite l'intelligence musicale. Donc aujourd'hui, beaucoup de musiques peuvent être réalisées par l'intelligence artificielle. Ça pose plein de problèmes au niveau de la création et des droits, vous pouvez l'imaginer. La 8e, c'est l'intelligence naturaliste. Celle-ci, c'est une intelligence qui est propre à l'espèce humaine depuis toujours, mais qu'on est en train de perdre du fait de nos modes de vie, à savoir vivre en intelligence avec la nature. Et l'intelligence artificielle n'est pas très bonne dessus, mais ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de moyens. On n'investit pas du tout là-dessus, on préfère investir dans des IA qui vont faire des films, plutôt que d'investir dans des IA qui vont nous aider à mieux comprendre le vivant, la nature, et à travailler pour le futur. Et la dernière, c'est l'intelligence existentielle, philosophie, dépassement de soi, religion. Évidemment, l'IA, elle n'emporte pas par elle-même, mais par contre, on peut l'utiliser pour ça. Et à titre d'exemple, le clergé a mené une expérience l'été dernier dans une petite église près de Lausanne, où vous pouviez vous confesser auprès d'un avatar de Jésus. Donc, vous voyez,
là aussi, ces institutions sont en train de réfléchir au futur. Alors, je vous parle de ça tout simplement pour poser la problématique. Et aujourd'hui, on a pour la première fois des IA, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, qui sont supérieures à la moyenne d'entre nous. Alors, vous avez, par exemple, une qui s'appelle O3 chez OpenAI, l'éditeur de ChatGPT. Vous en avez une qui est chez Gemini, Google. Et vous en avez une qui est chez Anthropic, qui édite l'IA Claude. Et cette transformation et la vitesse à laquelle ça se passe, évidemment, pose des problèmes. Alors, ça pose des problèmes tout simplement parce que pour la première fois, on peut aller beaucoup plus loin. Et j'aime à dire qu'avec l'IA, on repart beaucoup de zéro. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes sur des métiers qui sont uniquement liés, alors je vais utiliser le terme financier, mais à des OPEX, donc ça veut dire que vous n'avez pas d'investissement à faire, eh bien, n'importe qui, potentiellement, peut rentrer sur votre marché si vous n'êtes pas protégé par un cadre législatif. Alors, quand je dis protégé par un cadre législatif, un avocat est protégé par un cadre législatif. Mais par exemple, un expert comptable l'est, mais le comptable ne l'est pas. Donc là, tout de suite, on est en compétition avec ces IA. Si vous êtes dans des métiers de CAPEX, ce qui nécessite de l'investissement, par exemple, imaginons que vous soyez transporteur routier, il faut acheter des camions, mais évidemment, vous êtes plus protégé d'un point de vue entreprise, mais pas forcément à titre individuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises qui fabriquent de l'IA aujourd'hui sont non rentables. Elles perdent toutes de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, pourquoi on continue si ça perd autant d'argent? Ben souvent, les grosses sont adossées à des grands groupes comme Amazon, Google, Microsoft, Meta et ainsi de suite. Et donc, c'est largement couvert. Et surtout, il y a une dépendance économique et voire de vie qui est en train de s'instaurer vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et les modèles économiques vont varier. Pour voir l'impact de cette variation dans le futur du travail, il faut comprendre que pour les rentabiliser, la stratégie il y a une double stratégie qui est en train d'être menée par ces groupes. La première, qui touche directement au travail, elle consiste à essayer de faire de la taylorisation du travail intellectuel, à savoir de découper en micro-tâches tout ce que nous faisons. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IA, elle est très bonne sur des points particuliers. Donc, si elle est très bonne sur des tâches, je vais pouvoir substituer des tâches humaines à des tâches réalisées par l'intelligence artificielle. Et évidemment, plus elles sont pointues, ces tâches, plus je vais pouvoir les vendre cher. Donc, les modèles où vous avez pour 20 € par mois à peu près tout, vont subsister. Par contre, vous en aurez des IA qui seront spécialisées, beaucoup plus puissantes, qui permettront d'aller faire d'autres tâches. Je vous donne 2 exemples. OpenAI va lancer un agent IA qui est un excellent développeur informatique pour 1 000 $ par mois. Alors, pour 1 000 $ par mois, vous allez accéder à de l'ordre du 80%, sera meilleur que 90% des développeurs informatiques que vous allez trouver. De la même manière, ils vont en lancer une IA qui, pour 20 000 $ par mois, va être l'équivalent de 2 à 3 chercheurs. Bah, évidemment, vous comprenez bien que 2 à 3 chercheurs, ça coûte beaucoup plus cher que 20 000 $ par mois. Donc ça, c'est leur stratégie. Et la deuxième stratégie, qui va avoir un impact sociétal, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de modèle publicitaire tel que l'IA est conçu à l'intérieur. Donc, par rapport au moteur de recherche ou autre, ce n'est pas la même chose. Par contre, ils peuvent développer des solutions pour devenir intermédiaires dans la vie commerciale. Alors, je vous donne des exemples. Aux États-Unis, Amazon et Anthropic maintenant, et même nos amis d'OpenAI, par exemple, font des petits bots d'achat. Vous allez leur confier un certain nombre de responsabilités. Ils vont devenir totalement autonomes et Visa a autorisé le paiement par l'IA. Donc, c'est l'IA qui va directement utiliser votre carte bancaire en totale autonomie. Alors, évidemment, puisque je suis une intermédiation et que moi, je ne m'en occupe plus, eh bien, il va falloir faire en sorte que l'IA vous préconise un certain nombre de choses. Et là, il y a un modèle monétaire qui va apparaître. Donc, voilà pour vous dresser globalement les enjeux du futur. Alors, une fois qu'on a dit ça, dans l'entreprise, là aussi, ce qu'est un individu dans l'entreprise, l'entité qui travaille, le travailleur, on va dire ça comme ça, il va considérablement évoluer aussi. Alors, on va prendre un exemple très concret. Imaginons que Muriel
et l'intention de m'embaucher. Elle a passé une annonce, j'ai postulé, et j'ai postulé de façon un peu singulière, à savoir que je lui ai envoyé mon CV, mais il se trouve que je lui ai aussi envoyé un CV additionnel, enfin des CV additionnels, qui sont toutes mes petites IA que j'ai construites avec moi, de mon expérience, et qui viennent compléter ce que je suis et mes capacités. Donc l'entité que Muriel va embaucher, c'est plus moi, c'est moi et mes IA tout autour. Donc quand elle va me faire passer un entretien, il va falloir qu'elle me fasse passer un entretien, encore une fois, avec moi, plus toutes mes IA. Donc l'entretien, il n'est pas du tout le même. Et quand on va faire un contrat de travail, eh bien, ça va être un contrat de collaboration, plus de travail en tant que tel, dans lequel je suis présent, ainsi que mes IA. Je vais venir intégrer sa structure, il va falloir qu'elle ait la capacité de m'accueillir, c'est vrai, et également d'accueillir toutes mes IA qui vont venir s'intégrer complètement dans l'entreprise. Donc l'entreprise, elle va changer parce que ça va devenir comme un hub d'accueil de capacités humaines ou non humaines, et il va vivre comme ça. Donc voilà une perspective, et ça, c'est pas de la science-fiction, ce dont je suis en train de vous parler, ça va arriver très très vite. Et les conséquences, elles sont relativement simples. Ça veut dire que demain, un manager, il va manager des équipes hybrides. Il y aura des IA et des humains. Vous n'allez pas du tout manager de la même manière. De la même manière, vous aurez des collègues managers IA. Vous aurez des IA au CODIR, des IA au conseil d'administration des entreprises. Tout ça fait que manager a totalement changé. Stéphane, juste une question. Tu disais, c'est pas de la science-fiction. Et j'ai une question. Quand tu dis que ça va arriver vite, c'est quoi l'échelle du temps? Parce que c'est vrai qu'il y a une accélération. En réalité, c'est déjà là dans la sous-traitance, pas forcément dans un contrat de travail de salarié. Par exemple, si tu travailles avec moi, eh bien, tu bénéficies de mes 70 IA qui travaillent quotidiennement avec moi, obligatoirement. Alors aujourd'hui, je n'en parle pas aussi ouvertement que je suis en train de le faire parce que la société n'est pas forcément prête à entendre ce que je suis en train de vous dire. Mais dans les faits, c'est une réalité. Si au lieu de passer 10 jours, je dis bah on va prendre 3 jours pour le faire, bah pourquoi je suis capable de le faire 3 jours alors qu'il fallait 10 jours avant? C'est simplement parce que j'ai de l'aide tout autour de moi, de certaines IA qui ont été conçues par moi. Ce qui est important de comprendre, ce ne sera pas des IA que vous allez trouver sur le marché, parce qu'elles se sont nourries en l'occurrence, si c'est pour moi, je vais parler de ma singularité, si c'est pour vous, de votre singularité, et vous aurez développé tout un tas de compétences qui, au-delà de ce que vous êtes capable de faire, vous, en tant qu'individu, avec ces IA-là. D'accord, ça suppose d'avoir la compétence de déjà les personnaliser, de les utiliser, de les trouver, etc. Pour l'instant, c'est réservé. Alors toi, tu es dans la tech, mais est-ce que demain, tout un chacun pourra faire ça, pourra accéder à ça? Oui, bien sûr, tout un chacun pourra faire ça. Ça va se simplifier de plus en plus. Vous aurez la capacité à mettre des IA locales également sur votre téléphone, où les données ne seront même pas sur le cloud, tout sera sur le téléphone, qui vont prolonger vos compétences, prolonger vos capacités. Et c'est cette entité-là globale qui sera la représentante du travail. Et ce qui veut dire aussi que par endroit, moi, humain, je pourrais aller déjeuner, aller au cinéma, lire, faire autre chose, parler avec des amis, pendant que mes IA continueront à travailler. Donc moi, je vois ce que tu dis et je suis ton raisonnement. Donc on parle de management hybride en fait. Hein. Donc la capacité des managers, des leaders, parce que tu dis que ça va même être intégré dans les prises de décision, les comités de direction par exemple. Donc ça va être quoi? C'est quoi qu'est-ce que tu vois? C'est quoi les impacts que tu vois? Enfin, en dehors du fait que, il va falloir déployer d'autres compétences pour nos managers, parce que déjà le format hybride, télétravail, pas télétravail, ça présentait certains freins. Mais comment tu vois, je ne sais pas, quelles compétences il va falloir faire et comment est-ce que tu imagines qu'il va falloir gérer différemment par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui? Là, je le vois avec… alors, tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais j'en profite pour le dire. Je travaille avec des entreprises dans tous les domaines et toutes les tailles. Donc, je vois au fur et à mesure cette transformation qui s'opère et qui avance vraiment assez rapidement selon les entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a certainement vous connaissez ce rapport, mais c'est un rapport du World Economic Forum qui s'appelle Future of Jobs, qui sort tous les 5 ans. Et on a de la chance, il est sorti en début d'année, en janvier 2025.
Donc, on a un panorama de 2025-2030. Et quand vous posez la question aux dirigeants de quelles sont les compétences clés pour le futur, les compétences clés pour eux, je vais vous les lister, c'est la pensée analytique, la résilience, la flexibilité, l'agilité, la pensée créative, la connaissance technologique, la curiosité et l'apprentissage continu. Et la star de la star, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez ? Donc ça, toutes les compétences que je viens de citer, ce n'est pas forcément des compétences qui sont partout dans l'entreprise, loin de là. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là pour tout le monde et elles ne sont pas là pour les managers non plus. Donc, en effet, et les compétences les moins importantes, c'est la lecture, l'écriture, les mathématiques, parler plusieurs langues, le marketing, les médias, la programmation, je suis en train de regarder en même temps, excusez-moi. Exact. Après, vous avez aussi le management de ressources et les opérations. Tout ça n'est pas important dans le futur. Mais en réalité, ce qu'on est en train de comprendre, le contrôle qualité aussi, le contrôle au sens large du terme. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de ce que je suis en train de dire, il y a des compétences qui sont liées au management, qui vont baisser de fait. La dimension hiérarchique, par exemple, on peut la remettre en cause très facilement dans le modèle que je suis en train de vous décrire, dans le futur que je suis en train de vous décrire. Ça peut être un management qui est plus du tout hiérarchique. Alors, on parle des méthodes agiles ou autres, mais ça, c'est, à mon sens, juste une passerelle vers un autre modèle. Le modèle même du salariat peut s'interroger demain dans ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, être manager là-dedans et comment y aller, eh bien évidemment, ça dépend complètement de l'entreprise et de son histoire. Si vous créez une entreprise aujourd'hui, imaginez que vous créez une entreprise de conseil aujourd'hui, vous pouvez la créer de façon totalement différente de l'existant, même de ce qui est l'entreprise idéale d'il y a un an. Par contre, votre entreprise existe. Comment vous la transformez? C'est là que ça devient complexe. Parce qu'une entreprise existante, elle se trouve en compétition avec son ancien monde. Et évidemment, à ce moment-là, tout le monde a la problématique de la transformation. Je vous parlerai après des facteurs de succès de la transformation. Et par contre, elle se trouve en compétition avec des nouveaux acteurs qui ont une approche totalement différente et ce n'est plus du tout les mêmes modèles économiques. Le modèle économique a changé également. Il a changé dans la création de valeur, mais il a aussi changé d'un point de vue sociétal, juste pour faire un clin d'œil. C'est-à-dire qu'on a des modèles économiques aujourd'hui qui sont essentiellement basés sur la taxation du travail. Vous imaginez bien que dans le monde que je vous décris, taxer le travail, ce n'est pas suffisant pour avoir une logique de répartition de la valeur. Ça n'a aucun sens même. Donc, il faut tout à fait changer ça et aller sur des logiques où c'est la création de valeur qui devrait être taxée indépendamment de la façon dont elle est faite. Vous voyez ? Et si on regarde les facteurs de succès de la mise en place de cette transformation dans l'entreprise, il y en a plusieurs. Alors, je me suis amusé à faire une équation c'est mon côté mathématicien, ça m'amuse beaucoup de faire des maths. Une équation qui est assez simple, c'est que des plus, des moins, des multipliés, des divisés et des puissances. La réussite d'un pivot hier, et vous voyez, il y a les facteurs positifs de cette transformation, c'est la vision et la gouvernance. Quand je rencontre des entreprises, la première chose que je leur pose, c'est « OK, pourquoi voulez-vous développer l'intelligence artificielle dans votre entreprise ?» Eh bien, je peux vous dire que 99 fois sur 100, ils ne sont pas capables de répondre, réellement, profondément, j'entends. Je ne parle pas juste pour dire « non, mais c'est pour faire de la productivité », parce que ça, c'est pas ça, ça vaut zéro, ça, c'est pas une vision. Et donc, la première des choses, c'est de travailler sur la vision et la gouvernance qui va avec, et évidemment, les capacités d'embarquer tout le monde. Ça, je vais revenir sur ce point-là, parce que c'est très important. Et le deuxième socle, c'est les capacités. Capacité, c'est est-ce que vous avez des données? Est-ce que vous avez la technologie qui va bien? Est-ce que vous avez les savoir-faire qui vont bien? Et le troisième socle positif, c'est tout ce qui tourne autour de la culture de l'entreprise. Est-ce que c'est une culture où tout le monde a du mal à bouger? Et typiquement, la culture, je le mets à la puissance de la culturation, parce que si c'est une culture d'entreprise où tout le monde a une appétence pour le mouvement et que vous leur donnez les moyens du mouvement, alors c'est un effet des multiplicateurs très fort. Et les facteurs de réduction, c'est l'inertie. Évidemment, plus l'entreprise a de l'inertie, plus c'est complexe. Et plus elle a de silos, plus ça va être complexe. Vous voyez ? Donc, une fois que j'ai dit ça, les facteurs de succès, ce que j'explique toujours, c'est qu'il faut commencer par construire cette vision. Construire cette vision, c'est passe par de la culturation.
Et la culturation, elle doit être top-down, c'est-à-dire qu'on doit absolument commencer par le haut de l'entreprise et on descend au fur et à mesure. Souvent, j'entends ah non, mais il faut commencer par les champions. Non, surtout, faites pas ça. Si vous rendez les champions encore meilleurs, eh bien, ça y est, vous avez un système de caste dans l'entreprise. Et ça ne concernera pas tout le monde. Cette révolution, elle concerne tout le monde. Donc, c'est important de descendre de façon aussi à ce qu'au fur et à mesure, quand vous allez libérer les possibilités créatives de l'entreprise, eh bien, quand quelqu'un a une bonne idée, eh bien, évidemment, elle pourra parler à son manager ou au top management et le top management comprendra ce dont on lui parle. Si elle ne comprend pas, ça n'a pas d'importance. Et par contre, pour savoir par quoi on commence, quelles sont les priorités, ben surtout, ce n'est pas au management de décider. Surtout pas ça. Ça, c'est l'erreur. Il faut laisser les gens qui ont des besoins, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, expliquer par quoi ils doivent commencer. C'est à eux de construire leur histoire, c'est à eux de construire leur collaboration avec ces technologies-là. Elle ne doit pas être imposée. Si elle est imposée, il faut savoir que l'IA, ça fait peur à tout le monde. Bah, évidemment, si c'est imposé, c'est catastrophique parce que la peur va s'ajouter à la peur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, elle vient d'un facteur, c'est qu'on entend à peu près partout que l'IA elle va nous remplacer. Eh bien, dans les faits, elle ne nous remplacera que si on ne bouge pas. Si on bouge, si on se différencie, si on ne veut pas ressembler à l'intelligence artificielle, mais il y a énormément d'opportunités qui se créent. Et il faut regarder ces opportunités et aller les adresser plutôt que d'attendre. Dans ton introduction, tu disais la même chose sur le changement qui est complexe en ce moment. Ben oui, alors il y a beaucoup de personnes qui le regrettent. Alors, on peut le regretter à longueur de journée, ça ne va pas changer. On peut se dire c'est un fait. Comment je transforme ce fait en un atout pour moi? Ben, ça nécessite un changement, en effet, c'est vrai. Ben, regardons ces changements et allons-y. Alors, ce qui est marrant, Stéphane, c'est que moi, ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est ça veut dire, alors on va pas se faire que des amis, mais l'IA, c'est pas qu'un fait de la DSI. Parce que jusqu'à présent, Surtout pas. le changement numérique, tu vois, c'est la DSI. Donc ça va plus loin, c'est vraiment une vision d'entreprise. Et alors le grand changement de paradigme que tu me dis, c'est une vision bottom-up et c'est moins une vision top-down. Parce que aussi, les stratégies sont plutôt top-down, en tout cas dans notre culture, que bottom-up. Et là, tu dis non, c'est le terrain, c'est-à-dire l'utilisateur, celui qui doit impulser pour pouvoir l'accepter en fait. Hein. Ça me semble logique, mais c'est contre, je veux dire, c'est pas culturel dans beaucoup Non. d'entreprises qu'on accompagne. C'est pas forcément culturel. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme. Ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire adopter ce paradigme de se dire, et comme tu dis, peut-être un modèle managérial qui est moins top-down, qui est beaucoup plus se porter sur les gens, quelle est l'acceptation en fait que sont prêts à avoir les gens de mon terreau. Et la deuxième chose, parce que je reviens aux compétences dont tu disais, au leadership, ça veut dire une agilité mentale et un système de valeurs ouvert, en fait, pour qu'on puisse changer ces paradigmes et se dire, on n'a pas peur de nous remplacer, mais on passe sur qu'est-ce qu'on peut faire pour être différent, en fait, pour être en valeur ajoutée par rapport à l'IA. On n'est pas en concurrence, mais on va chercher vraiment notre valeur ajoutée, en fait, parce qu'il y en a, il y a des champs des possibles là-dessus, ce qui est rassurant, mais il faut aller chercher et il faut avoir cette agilité-là. C'est ça, hein, ce que tu dis, embarquer les gens, c'est Oui, aussi oui, avoir c'est exactement le ça. terreau favorable dans ce sens-là aussi. C'est exactement ça. Je vais vous donner un exemple chiffré, comme ça vous allez comprendre. Dans mon ancienne boîte, comme tu l'as dit en introduction, j'avais changé tous les métiers en construisant justement l'individuation marketing. Et ce que faisait un mathématicien en 2019 en 5 jours, fin 2020, ça se faisait mieux que lui en quelques minutes sans lui. C'est ça la vitesse de la transformation. Est-ce que je me suis séparé de mes mathématiciens? Pas du tout. Leur métier s'est totalement transformé vers autre chose. Est-ce que ça a plu à tout le monde? Non, il y en a pas mal, à peu près 40% qui sont partis. Il y en a d'autres qui sont arrivés parce que ce nouveau modèle leur plaisait. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2020, ils avaient le choix. En 2026, ils n'auront pas le choix parce que le monde sera comme ça. Les data scientists, les ingénieurs en machine learning et tout ce que vous voulez, tous ces métiers stars d'aujourd'hui, sont des métiers tels qu'ils sont, qui vont être totalement cannibalisés par l'IA tels qu'ils sont. Par contre, il y a la place pour faire autre chose, largement la place. Donc, soit je me lamente et je regarde cette cannibalisation qui arrive, soit je me dis, oh, génial, ça m'ouvre d'autres possibilités. Alors, par contre, la grande difficulté dans ce que je suis en train de dire, c'est la capacité des uns et des autres à se remettre en cause, à avancer, à se développer vers autre chose,
Et il faut qu'il y ait un modèle économique aussi derrière, sinon ça ne marche pas. Alors, ce que je vais dire ne va pas être très positif, mais c'est important de regarder aussi le côté obscur de la force. Je vais vous donner un exemple. Alors, je prends celui-ci, je pourrais en prendre des milliers. Je vais prendre l'exemple des cabinets d'experts comptables. Alors, l'expert comptable en lui-même, lui, il est plutôt protégé parce qu'il y a une problématique réglementaire. À un moment donné, il doit poser sa signature. Mais les comptables autour de lui sont beaucoup moins protégés. Comme le notaire est protégé, le clerc de notaire, pas du tout. Et si je reviens aux experts comptables, souvent quand je discute, ça m'est arrivé de travailler avec des experts comptables, par exemple, et je leur pose toujours la question de dire, mais OK, comment vous voyez l'arrivée de tous ces outils? Alors ils disent, généralement, ils disent, mais c'est une opportunité incroyable, parce que ça va nous permettre de laisser tomber des tâches à faible valeur ajoutée pour aller sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et systématiquement, je leur pose la question, bon, alors est-ce que tout le monde dans votre entreprise peut le faire? Et la réponse est non. Donc, ils savent déjà que la réponse est non, mais ils ne le disent pas. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un modèle économique pour ça? Et la réponse, en réalité, est non. Il n'y a pas de modèle économique. Pourquoi? Parce qu'aucun client aujourd'hui, est-ce que s'il y a des indépendants ou des entreprises qui nous écoutent, est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher pour un service que finalement, dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui, ou des IA peuvent le faire par elles-mêmes directement avec vous? La réponse est non, évidemment. Donc, vous voyez, donc là, on est dans une espèce de croyance qui s'est instaurée, qui consiste à dire on va se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée, ça nous permet de faire des tâches à forte valeur ajoutée, et il y a un espace économique pour ça. C'est fictif, c'est une croyance. L'enjeu, pour ceux qui ont compris ça, si je reste sur les experts comptables, c'est d'imaginer un développement d'autres compétences, un développement d'autres métiers, d'autres services, parce que celui-là n'a pas d'avenir. Mais il faut être lucide par rapport à ça. Et tant que vous n'êtes pas lucide, vous ne pouvez pas regarder les opportunités. Tant que vous êtes enfermé dans votre croyance, vous ne regarderez pas les opportunités. Très souvent, quand vous demandez aux gens et aux entreprises, alors, qu'est-ce que vous allez faire avec l'IA? De la productivité. Alors, je dis toujours, très bien, formidable, mais la productivité, depuis quand la productivité fabrique un avantage de compétition à moyen terme? Jamais. Si tout le marché fait de la productivité, qui va gagner? Pas ceux qui ont fait de la productivité seulement, c'est ceux qui auront créé une nouvelle proposition de valeur différenciante avec ces nouvelles capacités. C'est eux qui gagneront, parce qu'ils vont faire les deux. Mais si on s'arrête juste à la productivité, on oublie le reste. Et c'est dommage. Alors, quand je travaille dans les entreprises, j'ai une phrase un peu violente que je vais vous livrer, mais au moins, elle mérite d'être claire et après, on va construire à partir de ça. Je dis toujours, avec l'IA, c'est simple. Si vous ne servez à rien, c'est que vous ne servez à rien. Donc, très violent, mais ça oblige à prendre conscience qu'il faut se différencier, il faut être acteur, il faut se développer. Sinon, en effet, si j'utilise l'IA juste pour faire ce que je fais, la valeur est très faible. Pas à court terme, on va me dire productivité. OK, mais encore une fois, depuis quand la productivité fait la pérennité? Jamais. Je reprends, c'est super, j'adore tes phrases, elles sont fortes parce qu'effectivement, si tu sers à rien, tu sers à rien. OK, donc c'est du bon sens, mais encore faut-il se le rappeler et construire à partir de ça. Donc je reprends ta démarche en fait, Stéphane. Tu parlais de vision, est-ce que tu peux nous dire justement, c'est quoi la métamorphose et c'est quoi le changement? Tu as commencé à nous donner des clés, est-ce que tu peux nous donner d'autres clés de ce qu'il faut faire ou pas faire ou comment prendre les choses pour les prendre dans le bon sens en fait, Stéphane? Tu parlais de vision, tu parlais de top-down. Est-ce que tu peux poursuivre dans cette... Tu parlais Oui, d'embarquer les collaborateurs. Est-ce que tu peux poursuivre dans ce sens-là? oui, je vais donner quelques éléments. Déjà, ne nommez pas madame ou monsieur IA dans l'entreprise. Ça, à mon sens, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que dans ce cas, c'est la responsabilité de madame ou monsieur IA. Tout à l'heure, tu disais, mais si je t'écoute, la DSI n'est pas leader. Non, la DSI n'est pas leader. Par contre, la DSI, elle a un rôle essentiel dans l'histoire. Elle a un rôle de cybersécurité, elle a un rôle d'alimentation des data, elle a un rôle d'industrialisation. Mais elle ne doit pas porter plus que ça. Ensuite, c'est une logique où il faut libérer partout, au maximum, dans l'entreprise, l'initiative. Partout, partout, partout. Mais ça, culturellement, tu l'as dit, c'est compliqué. Mais il faut le faire. Il faut le faire et il faut dégager du temps pour le faire. Alors souvent, alors je vous explique des expériences. Moi, ce que je conseille de faire, c'est des ateliers où on va identifier énormément d'usages de l'IA avec toutes les équipes. Et après, je dis toujours aux dirigeants, une fois que
ces usages ont été identifiés et classés par priorité, surtout, vous n'y touchez pas. Vous n'avez plus le droit d'intervenir. Si vous voulez, vous venez voter avec tout le monde sur les priorités, mais vous êtes une voix parmi tout le monde. Vous n'avez pas plus de poids que ça. Et une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que c'est très fort. Pourquoi? Parce que chaque personne a donné son avis et a participé. Et en faisant ça, on a libéré la créativité. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il faut donner du temps pour que ça puisse se mettre en place au fur et à mesure. Il faut libérer du temps. Alors, c'est un investissement qui n'est pas monétaire direct, c'est du temps, mais c'est quand même un problème. Mais par contre, le ROI, derrière ce temps dégagé, il est excessivement rapide. Vous voyez, ça va très, très vite. Parce que dès que, comme par hasard, ce qui va être fait, c'est des choses qui ont du sens immédiatement sur le terrain. Ce n'est pas des choses qui vont prendre 3 mois à développer. Là aussi, c'est un autre changement de paradigme complet. Faire des prototypes de ce que vous voulez faire. Avant, ça prenait 2-3 mois, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça prend quelques heures ou quelques jours. Donc, il faut libérer toutes ces possibilités-là. Et donc, ça veut dire que l'entreprise qui a un système hiérarchique de prise de décision classique, on va dire ça comme ça, où ça descend ou ça remonte pour valider, puis ça redescend, et dans ce que je suis en train de vous dire, on fait fi de tout ça, et partout, il y a de l'initiative. Par contre, j'insiste, la partie informatique, IT, peu importe comment on l'appelle, elle est garante de la sécurité, des données et de l'industrialisation. Parce qu'il faut cette garantie-là. Et ça, c'est absolument clé dans l'histoire. De la même manière, aujourd'hui, petit clin d'œil, hein, sachez qu'il y a à peu près en moyenne 40% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle de façon cachée dans l'entreprise. Alors cachée, ça veut dire quoi? C'est parce que l'entreprise n'a pas encore mis les bons outils ou autres, ou a pris des outils qui ne sont pas terribles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont utiliser leurs propres IA pour travailler. Ils ne le disent pas. Et ça veut dire que vous avez une fuite de données comme jamais il y en a eu de l'entreprise. Il n'y en a jamais eu autant. Alors, je m'amuse souvent à dire, et je vous pose la question à tous, est-ce que vous avez déjà mis des clauses de bon usage de l'IA dans les contrats de travail? Je suis sûr que 99% vont dire non. Pourtant, vous avez des clauses sur la sécurité, la cybersécurité, et ainsi de suite. Et l'IA, elle est où là-dedans? C'est votre premier facteur de fuite d'information, c'est l'IA aujourd'hui, et l'usage caché, ce qu'on appelle le shadow IA en anglais. Vous voyez, toutes ces transformations-là, elles sont présentes. Donc, il faut ouvrir les yeux, regarder le sujet sans concession, et il va falloir accepter de changer sur beaucoup de choses pour pouvoir en profiter. Si je reste dans une structure classique de processus de décision, de hiérarchie ou autre, ben vous ferez pas grand-chose. Donc, changer les paradigmes. Donc, c'est un vrai changement. Donc, du coup, comment tu engages les collaborateurs, c'était la deuxième question, dans cette métamorphose, en fait? Et est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que, par exemple, tu parlais tout à l'heure, et on y reviendra, c'est peut-être une troisième question plutôt, c'est une nouvelle génération, en fait, où tu dis que les moins de 20 ans, eux, ils sont prêts à tomber amoureux d'une IA. Donc, en fait, pour eux, ça ne se posera pas le problème. Pour nous, pour notre génération, ça veut dire quoi? Changer nos systèmes de croyances? Ça veut dire quoi? Comment tu engages les collaborateurs dans cette métamorphose? Est-ce qu'ils sont déjà plus prêts, ou comment tu fais? Alors que peut-être il y a une dichotomie. Dans les faits, le problème de fond, c'est la peur qui est plus ou moins inconsciente. C'est vraiment ça. Et la peur, elle est valable du dirigeant et dans toute l'échelle dans l'entreprise, elle est omniprésente. Pourquoi? Parce que l'IA, vous entendez beaucoup de choses, ce que ça veut dire, on ne sait pas trop, ce qu'on entend, ce n'est pas vraiment génial. Évidemment, il y a une incompréhension de ce que c'est, on parle de la boîte noire, évidemment, il y a tous les films issus du mouvement cyberpunk qui sont là, Terminator, Matrix. Bref, notre conscient, inconscient de ce monde-là, il n'est pas terrible. Donc, la première chose qui est importante à faire, c'est d'expliquer ce que c'est, les limites, et montrer, encore une fois, qu'on peut être acteur de ce monde-là. Il faut être acteur. Pour être acteur, il faut bouger. Et quand on transforme, on arrive à transformer par la peur en désir d'avancer, le chemin est fait. Mais s'il y a déjà le désir d'avancer, il faut libérer la possibilité d'avancer. Sinon, ça ne sert à rien. Le fameux terreau dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Le fameux leadership et le terreau favorable pour que ça puisse. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu parlais des jeunes. Les jeunes, en effet, ils ont moins d'appréhension à y aller
Par contre, c'est une catastrophe la façon dont tu l'utilises aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il l'utilise sans une dimension indispensable pour que ça se fasse bien, ça s'appelle l'esprit critique. Nous, on a plus d'esprit critique qu'eux. Eux, ils ne se posent pas de questions, ils avancent et ils vont très vite. Bon, n'oubliez pas que les IA, elles font beaucoup d'hallucinations. Je rappelle pour tout le monde, une hallucination, c'est quand une IA se trompe non volontairement. C'est-à-dire que ce n'est pas un mensonge, parce qu'après, les IA peuvent mentir aussi de façon délibérée par rapport à leurs besoins. Là, on ne parle pas de ça, elle le fait au regard de ce qu'elle sait et elle donne une information qui est fausse. Donc aujourd'hui, vous entendez de plus en plus, en tout cas moi je l'entends, « Ah, mais l'IA me l'a dit comme justification ». Bah, ok, super, mais c'est un peu court. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension critique. La dimension critique est indispensable dans tout ce qu'on peut faire. Et encore une fois, j'insiste, c'est être acteur, 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 être acteur. C'est tellement puissant qu'on a l'illusion que finalement, c'est supérieur à nous. Alors certes, c'est peut-être supérieur à nous, mais y compris pour des choses totalement fausses. Donc je dois mettre en place un usage qui me permet de toujours être critique de façon à pouvoir démultiplier mes capacités. Tu vois, et ça, c'est un point qui est absolument essentiel à comprendre dans les cultures vis-à-vis de ça. Oui, les jeunes n'ont pas d'appréhension, ils y vont, mais malheureusement, ils ne savent pas bien l'utiliser. Ça veut dire qu'il faut aussi, dans l'entreprise, développer cet esprit-là. Ça fait aussi partie des compétences, parce que, enfin, peut-être l'école le fait, et encore, je n'ai pas vu de programme dans ce sens-là pour l'instant, mais c'est peut-être émergent, je ne suis pas suffisamment au courant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut reprendre le relais dans l'entreprise, à ton avis? Ah, ben, totalement. La pensée, enfin, je citais tout à l'heure quelques compétences clés. La pensée analytique, c'est-à-dire la pensée procédurale, j'entends, de façon à avoir un bon usage. La pensée créative, la pensée critique sont des 3 dimensions absolument indispensables pour tout le monde dans l'entreprise dans le futur. Ces 3-là, il faut absolument les développer. Et j'en ajoute, et vraiment, et j'insiste sur la pensée créative aussi, parce que souvent, quand je discute avec des chefs d'entreprise ou des managers, je leur dis, mais alors, vous arrivez à identifier des idées et autres? Ils me disent, bah non, à chaque fois que j'en demande, j'ai rien. Alors, je m'amuse toujours à leur dire, mais bon, mais est-ce que vous pensez pouvoir, que vous avez libéré la capacité des gens à avoir, vous laissez la place, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous avez embauché des gens pour avoir des idées? Non, vous les avez embauchés pour délivrer. Donc, comment en claquant des doigts, on se dit, tiens, on va faire une réunion vendredi matin de 11h à midi et on va avoir plein d'idées. Allez, on y va tous ensemble, on est très heureux. C'est un échec garanti, évidemment. Ça ne peut pas marcher. Toutes les idées qui vont être données à ce moment-là, c'est des idées à très faible valeur. Parce que c'est des idées qui sont déjà là, communément établies. Donc, très bien, on peut commencer par ça. Mais si on va aller sur des idées profondes, si on va aller beaucoup plus loin, eh bien, il va falloir libérer la possibilité que chacun puisse contribuer à avoir des idées, développer, ouvrir les possibilités. Mais ça s'apprend, il ne suffit pas de le décréter, il faut l'apprendre. Et en effet, l'école aujourd'hui n'est pas pensée comme ça. L'école aujourd'hui est pensée dans une logique d'apprentissage top-down, pour reprendre le terme anglais. Elle n'est pas pensée dans une logique de collaboration. Et là-dessus, c'est un point essentiel. L'intelligence artificielle, elle est très forte sur tout ce qui est établi, tout ce qui est règles, tout ce qui est logique, tous ces trucs-là, c'est imparable. Mais quelle est notre différenciation? Notre différenciation, c'est d'ouvrir la boîte. C'est d'aller regarder ailleurs. C'est de communiquer. C'est de se mettre à plusieurs pour inventer des choses incroyables. Alors, quand je dis incroyable, ce n'est pas forcément pour changer toute la technologie, c'est pas ça. Mais l'incroyable, il peut être dans notre quotidien sur plein de petites choses. Il suffit juste de se permettre de faire ça. Il faut libérer ces possibilités. Donc le terreau, la créativité. Je rajouterais peut-être l'esprit, la compréhension systémique en fait dans ce que tu dis, Stéphane, qui est la compréhension de pouvoir comprendre les interrelations qu'il peut y avoir entre les faits et les choses. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important et qui est pas mal développé dans le milieu de la tech. Oui, elle est indispensable, la dimension systémique, elle est la clé de tout. Alors, j'en ai pas parlé comme ça parce qu'elle est plus complexe. Donc, ce n'est pas forcément par celle-là qu'il faut commencer. Il faut déjà ouvrir tout le reste et après, on peut s'intéresser à la systémie, à mon sens.
Alors Stéphane, je reviens sur, parce que donc on parlait des compétences et de la manière dont il faut effectivement engager les gens, dans ces transformations, et on le sait bien parce qu'on collabore ensemble sur où toi tu fais réfléchir sur les modèles prospectivistes, donc tu élargis justement, le champ des possibles sur c'est quoi les business models, et si vous êtes disrupté sur vos business models, quels sont ceux que vous allez réinventer parce que l'IA va vous disrupter. Pas que l'IA, hein, parce qu'on fait des choses à Mmh, 360, il y a la géopolitique, tout à fait. l'économie et cetera, hein, ce qu'on disait. Et puis nous, on prend le relais sur la mise en œuvre opérationnelle, donc sur l'engagement des collaborateurs. Donc ça veut dire que tout dirigeant aujourd'hui devrait se poser la question sur ça va faire quoi, sur le risque que ça disrupte mon business model, et qu'est-ce que ça fait, enfin, comment doit évoluer mon business model. C'est-à-dire être capable peut-être de se dire, mon business model peut être complètement disrupté demain, et il faut peut-être que je repense un autre dès maintenant, en fait. C'est ça aussi, un changement de mindset aussi. Oui, Alors que peut-être il y a des entreprises qui existent depuis 150 ans, etc., et qui sont dans ce modèle et qui se disent, ben, jamais je vais être disrupté. Ou en fait, peut-être que. mais c'est exactement ça. Alors, je fais un retour d'expérience du terrain. Et là encore, c'est pas propre à un secteur d'activité, c'est propre à des dirigeants et des managers qui ont plus ou moins cette ouverture. Je travaille sur ces sujets-là. Ça peut être dans la tech, dans l'assurance, dans la banque, dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il y en a qui se disent, bah, OK, bah, nous, il faut qu'on se réinvente parce que de toute façon, notre modèle, il peut pas tenir comme ça. Vous l'avez dans tous les domaines, mais ce que je constate, c'est pas propre à un secteur d'activité, c'est une problématique d'alignement et de conscience des dirigeants. C'est ça le sujet par rapport à ça. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Je parlais tout à l'heure des experts comptables, mais il y en a qui l'ont parfaitement compris, qui veulent réinventer leur métier du futur parce qu'eux, ils voient bien que ça va être très compliqué. Mais quand je parle de l'agriculture, ils ne parlent pas à 5 ou 10 ans, ils parlent à 30 ou 40 ans. Mais ils s'en occupent aujourd'hui parce qu'il y a une inertie qui est terrible et ils la connaissent très bien. Et il y en a d'autres qui vous diront, bah, de toute façon, il y aura toujours des saisons et ça poussera toujours. Bah, oui, peut-être, mais ça peut être différent. On peut faire tout à fait autre chose, imaginer d'autres modèles. Et donc, personne, pour moi, aujourd'hui, ne peut échapper à ça. Personne, personne, personne. Il faut absolument se reposer la question. Je le disais tout à l'heure, on est dans un monde où tous les matins, quand on se lève, on se dit, tiens, qu'est-ce que notre ami blond américain a encore inventé cette nuit, pour parler que de lui. Eh bien, évidemment, ça veut dire qu'on a déjà accepté que tous les matins, tout change encore une fois. Ben, OK, si on l'a accepté et qu'on se dit, il faut que j'évolue de façon sereine dans ce monde-là, tout va bien. Ou alors je peux me dire, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Comment je vais vivre les choses? Il va falloir que je m'adapte, que ceci, que cela, nanana. Vous comprenez bien que la démarche entre les deux, elle n'a rien à voir. Soit je me tourne vers le futur pour construire, soit je subis. Personnellement, je préfère être acteur. Et on préférait tous comme ça, en fait. Enfin, j'imagine que c'est quand même les choses, mais voilà. Après, il y a les peurs, il y a les biais, il y a ce qu'on a expliqué au départ. Mais si on en prend conscience, il faut prendre le problème comme tu dis, par le haut, et pas par la productivité, en fait. Ce qu'on est vraiment plus habitué, mais qui est l'ancien monde, qui est une vision, j'allais dire, plutôt d'ancien monde, et qui n'est pas complètement adaptée aux défis qui vont être les nôtres. Puisque c'est le sens de l'histoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, Stéphane. On peut être contre, on peut être pour, c'est pas le problème aujourd'hui. On n'est plus là-dedans, c'est le sens de l'histoire. Donc, Exactement. comment on réécrit l'histoire et comment on réinvente nos business models, comment on réinvente notre leadership, comment on réinvente tout ça pour être dans ce sens de l'histoire, en fait. Exactement. Et si je dois vraiment résumer, la problématique du management dans cette histoire, c'est comment je libère. Comment je libère l'initiative. Comment je la libère et je la permets je dois faire en sorte qu'elle existe et qu'elle fructifie. Mais on voit bien que les modèles de management d'aujourd'hui ne correspondent pas tout à fait à ce que je suis en train de dire. Mmh. Donc, il y a encore des paradigmes à changer par rapport à ça, en fait. Parce Mm. que des peurs, parce que c'est pas dans le contrôle. Donc tu vas pas passer par la créativité parce qu'il va falloir vraiment réinventer. Quand tu dis réinventer, c'est ça, hein, réinventer, c'est recréer et penser différemment. Donc disruptif ou Exactement. autre. OK Stéphane. Est-ce que,
est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager, d'autres tips, d'autres expériences terrain, Stéphane, dans les quelques minutes qui nous viennent, ou une conclusion? Et c'est vrai que ton message est très fort. Il faut le voir comment? Alors, si on prend un peu plus de hauteur, l'IA sortie de l'entreprise, l'IA géopolitique, l'IA, c'est quoi les enjeux de notre monde, enfin, des entreprises au sein du monde, en fait? Parce que c'est ça aussi que ça transforme. L'IA, c'est pas qu'un outil, Alors, c'est je pas pourrais que en dans nos parler pendant 10 entreprises. jours pour répondre à tes... Ouais. Je pourrais parler pendant 10 jours pour répondre à tes questions. On n'a pas 10 jours, on a quelques minutes. Enfin, si je dois résumer, grosso modo, aujourd'hui, on arrive pour la première fois à avoir une technologie qui vient sur ce que nous sommes d'un point de vue cognitif. Ça, c'est la grande, grande révolution. Ça va à une vitesse complètement folle. Le constat que je peux faire, c'est que les dirigeants ne comprennent pas cette transformation. Alors, quand je parle de dirigeants, je le vois au sein des entreprises ou au sein du monde politique, hein, dans tous les cas. Et pourtant, ça va à une vitesse complètement folle. Donc, le sujet, c'est d'abord la culturation, comprendre les enjeux pour qu'on soit acteur. Ma raison d'être aujourd'hui, elle est simple pour moi, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse redevenir acteur de son futur. Et la priorité des priorités, c'est évidemment de connaître, de savoir, de façon, parce que si je ne sais pas, je ne peux pas être acteur, premier point. Deuxième point, c'est de regarder dans tout ce qui est possible, de voir qu'en effet, il va falloir que j'abandonne un certain nombre de choses au profit d'autres choses. L'IA, elle va transformer de façon complètement folle le business, les marchés, la géopolitique, ce que nous sommes en tant qu'humains, l'éducation. Elle est au cœur de toutes ces transformations et elle va beaucoup plus vite que notre capacité à l'embrasser et à la réguler même, je dirais. Et donc, l'enjeu, encore une fois, c'est qu'on soit tous conscients de ce que ça veut dire et qu'on agisse en conscience. Comme je dis souvent, on peut toujours faire l'autruche, mais déjà au travers de ce petit échange d'une heure, vous pouvez toujours faire l'autruche, mais vous allez le faire en conscience, l'autruche, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc maintenant, à vous tous de prendre votre futur en main et celui des gens qui travaillent autour de vous et de vos proches. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, à nous de prendre en main notre futur. C'est une belle phrase et on a la possibilité de le faire, donc faisons-le, en fait. Avant, comme tu disais, occupons-nous, c'est aussi, alors tu dis, mieux vaut s'occuper du changement avant qu'il ne s'occupe de nous, en fait. Je crois que c'est ça. Et ça résume bien. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous donne rendez-vous le 20 juin prochain. Merci pour cette matinale, cet éclairage en fait, et en tout cas, et cette conviction que tu as et ton expérience en fait, puisque c'est basé sur ce que tu fais, sur ce que tu vis au quotidien et ce que tu vis depuis des années en fait. Donc voilà, soyez acteurs, si on peut dire ça. Soyons tous acteurs de notre futur. Et c'est maintenant que ça commence. Donc si on en a la conscience, eh bien, c'est déjà un premier pas en fait. C'est plutôt ça. Donc plus de conscience que de peur. Merci à tout le monde. Très belle journée. Merci à vous. Et bon week-end. Merci à tous. Au revoir.